Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier ? Faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'être soi dans l'entreprise. Et oui, l'authenticité, c'est une des clés du leadership. C'est aussi un moteur de lien social. Mais comment l'exprimer ? Alors c'est à Jean-Claude Legrand, CHRO, DRH, du groupe L'Oréal, qui n'en manque pas d'authenticité, que je suis allée poser cette question. Jean-Claude nous invite à oser l'impertinence, à cultiver l'humour, à se moquer de soi, à rester curieux. Il rejoint là les conseils délivrés par la vive et facétieuse Sophie Fontanelle lors de la masterclass du programme Bold, à laquelle j'ai assisté récemment. Et oui, être soi implique ou permet aussi de cultiver l'audace. Jean-Claude nous pousse également à chercher la confrontation d'idées, à éviter la complaisance. En somme, à être libre. Aussi en entreprise. J'avoue, être moi-même dans l'entreprise, c'est pas quelque chose que j'ai toujours réussi à faire. Loin de là. Simplement du fait des limites que je me mettais, que je me mets encore parfois. Mais mieux appréhender mon leadership et l'affirmer m'a permis d'avancer considérablement là-dessus, avec pour moteur bien sûr de permettre à mes équipes d'être aussi elles-mêmes, et d'ainsi pouvoir donner le meilleur, et puis avec aussi pour moteur d'entrer en relation avec l'autre. Nous avons aussi avec Jean-Claude parlé de seniorité, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, et qui lui tient à cœur, puisqu'il est membre actif du Club Landois. Et on a terminé sur l'intelligence artificielle, je lui ai demandé ce que je vous souhaitais pour 2024, et on a du coup développé sur l'intelligence artificielle, parlant du principe qu'il est essentiel de cultiver notre intelligence et notre capacité à être nous-mêmes pour en tirer le meilleur. La boucle est donc bouclée. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à bientôt. Bonjour Jean-Claude. Bonjour, tu vas bien ? Oui, toi ? Pas mal. Pas mal. Merci de me recevoir. J'espère qu'après... C'est un grand plaisir que je te reçois. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité parler avec toi d'être soi-même dans l'entreprise. En fait, on attend de nous, alors encore plus, si je prends la posture du leader, c'est encore plus vrai, on attend de nous qu'on soit authentique aujourd'hui. Ça me fait beaucoup rire d'ailleurs, parce que j'arrête pas de lire des choses là-dessus. Je vois pas comment c'est possible d'être autrement, parce que les gens qui jouent un rôle, si tu veux, je pense qu'ils sont assez, au bout d'un moment, non seulement démasqués, mais surtout assez malheureux. Ça doit être terrible. Oui, mais en fait, pour beaucoup de managers, si on prend les managers notamment, c'est l'inverse de ce qu'on leur a demandé beaucoup de fois. Enfin, aujourd'hui, c'est-à-dire je travaille avec énormément de managers qui ont beaucoup de difficultés à être eux-mêmes, à accepter de ne pas être parfait, de ne pas être toujours au rendez-vous, de se tromper. Donc à être soi-même, parce que être soi-même, c'est quoi ? C'est être humain, c'est faire des erreurs, bien évidemment. Voilà, et puis c'est avoir sa personnalité, ses convictions. Bien sûr. Voilà, dans le respect de l'autre, bien évidemment. Bien sûr. Non, ça me fait rire ce que tu dis, parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a un dirigeant français là qui devient très à la mode, enfin ça fait déjà plusieurs années, qui est Hubert Joly. Et donc, encore quelqu'un m'a envoyé un truc récemment, en regarde Hubert Joly, qui justement parle de ces sujets-là. Mais ça me fait beaucoup rire, parce que je pense que d'ailleurs, si tu me demandes, c'est une des raisons du succès de L'Oréal. C'est effectivement cette idée d'authenticité, de sincérité. Moi, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Mais, écoute, si c'était l'exception et que ça devient la règle, c'est une bonne nouvelle. Mais comment on fait alors pour être... Mais on est soi-même. D'abord, moi, je cite souvent cette phrase d'Oscar Wilde, personne d'autre que toi pour être mieux que toi pour jouer ce personnage. Bien sûr que la vie, c'est une aventure. Bien sûr que tant qu'on reste le plus possible collé à cette idée d'humain, il faut arriver à être soi-même. Moi, tu sais, sur cette question-là, j'ai eu la chance d'avoir été élevé
en province, en France, dans les années 80. Quand je dis ça, ça paraît amusant parce que moi, je viens du sud de la France, donc Marseille, dans les années 80, c'est très loin de Paris. Rien n'est pareil. On n'est pas à l'heure de la simultanéité des réseaux sociaux, du téléphone portable, de l'Internet. Donc les choses se diffusent. Tout venait de Paris, on est un pays très centralisé. Donc du coup, quand je suis venu ensuite à Paris, moi, si tu veux, tout de suite, j'ai pas commencé à dire j'ai fait Sciences Po, mais en fait non, je viens de Sciences Po Aix-en-Provence. Non, je viens de Sciences Po Aix-en-Provence. Et c'était un énorme gap culturel. Donc très vite, si tu veux, moi j'ai dit les choses parce que j'avais pas d'autre chose à dire en fait. Et pas à faire semblant de dire ah oui, alors laisser une ambiguïté, t'as fait Sciences Po, mais alors où? Non, moi je viens de Sciences Po Aix-en-Provence. Je fais des fautes d'orthographe parce que je suis dyslexique. Moi, tu vois, alors maintenant les gens me disent tiens, alors t'es dyslexique, oui, d'accord, super. Maintenant, il faudrait que tu te fasses reconnaître. Bon, je vais voir. Je vis avec ça depuis 59 ans maintenant. Enfin, je n'ai pas écrit tout de suite, mais très vite, j'ai fréquenté tout ce qu'il y avait d'orthophonistes autour de chez moi pour essayer d'améliorer mon orthographe, mes fautes dans tout genre, tu vois. Mais bon, j'avais ce problème, donc je me relisais. Bon, mais à l'époque, on ne disait pas c'est une forme de handicap. Voilà. Donc moi, je viens d'un monde, si tu veux, où très vite, il n'y avait pas d'autre choix. En tout cas, j'ai considéré que de dire les choses. Et c'est vrai dans l'oréal aussi. Donc voilà. Bon, écoute, maintenant, ça m'amuse de voir cette tendance sur sincérité, authenticité, dire qu'on n'est pas parfait. Bon. J'ai beaucoup de chance, tu vois, parce qu'en fait, ça fait 35 ans que je travaille et 35 ans que j'ai eu la même démarche. Alors, c'est peut-être qu'elle qui m'a amené là. Enfin, on pourrait discuter de ça. Ah, effectivement, c'est peut-être celle qui t'a amené là. Et c'est vrai qu'il y a deux choses. D'abord, on parle de plus en plus d'authenticité, mais ce qui est important, c'est qu'être authentique, ce n'est pas mettre les pieds sur la table, ce n'est pas dire tout ce qu'on pense. Bien évidemment. Parce que parfois, le problème, c'est que parfois, on a des dérives à un moment donné. Et l'autre chose, c'est qu'il faut quand même ne pas avoir peur du regard des autres. Mais c'est ce que je te dis. C'est ça, en fait. Ce qui bloque les gens, c'est le regard des autres. Et c'est pour ça que, tu vois, depuis maintenant plus de 20 ans, je travaille sur cette idée de discrimination, de bien conscient de qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'une femme, qu'est-ce que c'est que, je sais pas, un transsexuel, un noir, un blanc, un jaune, un rouge, un jeune, un vieux. Voilà, donc c'est ça qui est un mince, un gros, enfin c'est intéressant. Parce que c'est dans le regard des autres. Mais c'est pour ça qu'on n'est pas encore ChatGPT, tu vois, là je te regarde. On voit tout de suite dans la seconde, tu sens comment les autres, on est des animaux, comment les autres vont réagir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Cette animalité en nous, voilà, c'est un grand débat. Et comment, alors, puisque tu dis que c'est sans doute ce qui t'a amené là, comment tu penses que ça t'a servi? Comment, voilà. Ah, moi je pense que ça m'a beaucoup desservi par moment. Mais comme je laisse pas le choix, c'est comme ça, j'avance, ça m'a aussi servi parce que ça m'a justement pas bloqué. Tu vois, ça m'a pas freiné, ça m'a pas gêné, ça m'a pas embarrassé. J'ai plutôt décidé d'en faire une force tout de suite. Oui. C'est drôle, regarde. Par exemple, je viens du Sud. Une des premières expériences professionnelles que j'ai menées à Paris, c'est de participer en 1987, donc tu imagines, à une campagne électorale. Mm-hmm. Bon, les mecs m'appelaient le Spoons, tu vois, parce que c'était de me faire une blague avec Fernandel, on se donnait beaucoup de surnoms à l'époque. Donc voilà, donc moi j'étais cette personne qui venait du Sud. Alors, j'avais parlé avec un accent parce que j'ai passé simplement une partie de ma vie, mais d'ailleurs c'est amusant, par exemple, l'accent, tu vois, l'accent. Moi je suis d'une génération où non pas on faisait tout pour gommer son accent, mais on parlait pas avec un accent, même si tout le monde autour de nous parlait avec un accent. Maintenant, l'accent, tout le monde te dit, c'est vachement plus authentique, tu vois, on revient, ça va jusqu'où l'authenticité, parce que moi aussi je peux te parler avec un accent, mais bon, tu vois, c'est... Et pourquoi on a besoin de tant d'authenticité? Parce que je pense qu'on est dans un monde, si tu veux, où par les réseaux sociaux qui manquent complètement d'authenticité, par cet univers virtuel du métaverse, par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Mais tu vois, moi, ce que je crois moi, la valeur la plus importante qui m'a été enseignée au fur et à mesure de ma vie, c'est quand même d'avoir du bon sens. Et d'éviter une forme d'illusion de la modernité. Par exemple, tu vois, typiquement dans mon métier, et c'est une décision rapide, il y a un an, prise par exemple Nicolas Hieronymus, c'est de se dire, on ne fera pas, jusqu'à nouvel ordre, des publicités avec des images réalisées par l'intelligence artificielle.
nos publicités sont faites avec des vrais gens. Et il y a probablement des années qu'on retouche de moins en moins, voire plus du tout aujourd'hui. Bon, mais tu vois, cette idée de se dire je vais faire une publicité pour un shampoing avec des faux cheveux, est-ce qu'on a envie de ça? Mais en même temps, il y a des gens qui disent non, la modernité c'est ça, regarde cette image faite par Midjourney ou je ne sais quelle intelligence artificielle. Bon, voilà. Moi j'appelle ça l'illusion de la modernité. Voilà. C'est comme par exemple, tu vois, on est 4 ans après la crise du Covid, on a encore des débats enflammés sur la présence ou non au bureau, au travail, être ensemble, vouloir vivre ensemble. Moi, j'ai tout de suite été partisan d'un mode hybride dans lequel on donnait la majorité de notre temps ensemble et pas à distance. On ne pourrait pas avoir le même échange aujourd'hui si tu m'enregistrais par Zoom, Teams, Tups ou Toops. On aurait une interface, mais ça sonnerait, je ne te verrais pas en 4D, 5D, on ne parlerait pas la même chose, on n'aurait pas la même relation. Voilà. C'est clair. Donc le travail à distance, c'est super bien, mais c'est pour moi aussi une autre forme d'illusion de la modernité. Mais à l'époque, tout le monde m'est tombé sur le dos en disant l'avenir, c'est tout le monde. Alors maintenant, tout le monde feint de dire non, pas du tout. Hein, mais non, c'est faux. Au mois d'avril 2020, tous les articles, je pense que j'en retrouverai des milliers, consistaient à expliquer qu'il fallait tous travailler à distance. Mais ça, c'est parce qu'ils n'avaient jamais travaillé à distance. Moi, j'ai travaillé pendant 3 ans à distance plein. Et alors ? Et j'ai arrêté mon job que j'adorais à cause de ça. Bah oui. Parce Merci. que j'avais des équipes partout dans le monde et je trouvais ça... Merci Delphine, tu illustres mon propos. En fait, un jour... Par l'expérience. Voilà. Une collaboratrice en Inde a connu un drame et de jamais pouvoir être à ses côtés, bah, c'est pas possible pour moi. À un moment donné, c'était la limite. Non, parce que tu fais une partie de ton job. Ouais. Tu fais ce que j'appelle la partie transactionnelle. Mais tu n'es plus du tout ni dans la partie humaine et encore moins émotionnelle. Par exemple, pas de cette personne-là, tu as peut-être envie de la prendre dans tes bras. Mais c'est exactement ça. Bon, ben voilà. Tu peux pas. Et c'est pas faute d'avoir déployé des trésors d'imagination pour créer cette connexion. Mais elle n'est pas possible. Mais à un moment donné, elle n'est pas possible autrement. Mais d'où le fait qu'on revienne avec cette authenticité et qu'on revienne avec... Il y a aussi une notion... Moi, je suis d'une génération presque la tienne. Hein. Non, tu es beaucoup plus jeune que moi. On m'a... Mes premiers jobs, je les ai eus parce que j'étais pleinement moi-même. Mais au fur et à mesure de l'évolution dans l'entreprise, j'ai eu le sentiment de perdre ça, très honnêtement. Oui, mais il fallait pas. Oui, mais Delphine. Oui, mais je pense que le système t'amène à ça, mais par une forme de mimétisme. Alors pour moi, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que leader pour que moi, j'ai une chance pour lutter énorme. Contre ça. Moi, je vais dire un truc. J'ai une chance énorme. Parmi mes défauts, qui, comme chacun d'entre nous, sont aussi des qualités. C'est un truc que j'ai découvert quand j'étais enfant, je suis très insolent. Et donc, j'ai toujours aimé cette insolence. Et je la cultive, tu vois. Donc, faire des différences, pas exactement penser comme tout le monde, faire des commentaires qui, par moments, quand j'étais enfant, étaient pas du tout appréciés par les adultes, parce que ça correspondait pas à ce qu'ils imaginaient que j'allais dire. Et encore aujourd'hui, quand je suis avec des gens, je cultive cette forme d'insolence, voilà. Et où les deux mots se ressemblent en français, ou d'impertinence. Donc, je pense qu'il faut cultiver l'impertinence qu'on a en soi. Tu vois, et pas juste se dire s'ils font tous pareil. Tu vois, par exemple, regarde, tu es face à moi aujourd'hui, je porte un costume et une cravate. C'est quelque chose que je n'ai pas porté pendant une dizaine d'années de ma vie. Quand j'étais plus jeune, pendant 10 ans, de 2000 à au moins 2010, j'ai plus porté de cravate. Ça m'amusait parce que là, j'étais un des seuls. Maintenant, voir tout le monde avec un pupule, un col roulé ou l'hiver et un truc pour dire regardez, on est tous pareils. Moi, je trouve que ce conformisme est terrible. Donc, ça m'amuse depuis des années de reporter un costume et une cravate que plus personne n'en porte. Tu vois, ce côté moutonnier, ce côté tout le monde fait pareil au même moment, me désespère. M'a toujours désespéré. Donc, moi, je me suis toujours battu, non pas pour exprimer une forme de différence pour être différent, mais pour dire il n'y a pas qu'un chemin, il n'y a pas qu'une façon de faire. Et encourager ça le plus possible. Mais pour ça, il faut avoir de l'esprit quand même. C'est pas toujours évident. Ah oui, c'est mon autre qualité. J'essaie de la cultiver aussi tous les jours, c'est d'avoir le sens de l'humour. Et le premier sens de l'humour, c'est surtout contre moi-même ou à mon égard, ou pour bien me moquer de moi-même. Ça sauve beaucoup de situations. Moi, j'ai sauvé plein de situations avec un jeu de mots, une caricature, une analyse différente de la situation, un regard décalé. L'humour, à mon avis, c'est ça qu'on devrait cultiver en entreprise. Et en plus, c'est drôle parce que c'est pas nécessairement inné. Ça peut se cultiver. Tu peux, non pas apprendre à être drôle comme un clown en faisant des numéros et des répétitions, mais toi-même, tout ça est lié pour moi. Tu vois, insolence, impertinence, sens de l'humour, décalage sur soi-même, être capable de se moquer de soi, de ne pas se prendre pour quelqu'un d'autre. C'est hyper important.
C'est amusant parce que la semaine dernière, j'ai assisté à une conférence avec Sophie Fontanelle, qui était organisée par quelqu'un qu'on connaît en commun, entre autres. Et elle parlait exactement de la même chose. Donc elle, c'était un conseil pour les réseaux sociaux, plutôt pour les jeunes qui se lancent dans la mode ou autre. Et donc elle les invitait à être justement, beaucoup plus eux-mêmes, dans le sens... mais tu veux être quelqu'un d'autre. À donner ce qu'ils avaient, bien avec sûr. Leur impertinence, etc. Mais c'est vrai que c'est pareil. Par contre, pour ça, ce qu'il faut cultiver, c'est une autre qualité, c'est la curiosité. Oui. Il faut être hyper curieux des autres, de soi-même. Et donc, si tu veux la curiosité, c'est ça qui t'amène à avoir des idées. C'est-à-dire que si tu es que à suivre toute la journée des réseaux sociaux qui te remâchent les mêmes bêtises, ou écouter les mêmes émissions de télé en continu débiles, parce que ne te tirant pas vers le haut, ne t'élevant pas, tu vois, là tu es arrivé dans mon bureau, je suis heureusement entouré, sauvé, protégé par des livres, qui t'apprennent. C'est que par les autres que tu peux apprendre. Tu apprends des choses toi-même, mais c'est au contact des autres, au contact des autres idées, au contact des autres univers, au contact des autres pays. Bon, maintenant, il faut se mettre un coup de pied au cul, parce que la bonne idée, c'est de rester entre soi. On n'est jamais mieux qu'entre soi. Des gens dont tu penses qui te ressemblent et qui, ce vieil adage populaire, qui se ressemblent, s'assemblent. Voilà, donc on se dit, je reste, je sais pas, dans ma ville, dans ma région, dans mon pays, dans ma famille, dans mon école, machin. Donc se mettre le coup de pied au cul pour aller un cran plus loin, c'est l'essence de la vie, c'est le sel de la vie. Bon, maintenant, c'est difficile, et c'est ce qu'on doit apprendre aux gens plus jeunes. Ça veut dire aussi aller chercher des personnes qui n'ont pas notre opinion et s'y confronter. Bien sûr, bien évidemment. Parce que quelque part, si on revient à être soi-même, pour être soi-même, il faut aussi avoir une connaissance de soi, accepter les autres, accepter l'altérité. Une des bases de la culture loralienne, c'est la confrontation. Oui. Comment vous lui donnez corps chez L'Oréal? Toute la journée. Tu cherches des gens qui te disent non. La base, c'est de dire on n'est pas les propriétaires des collaborateurs. Savoir dire non. Pour moi, L'Oréal, la réussite de l'entreprise, elle repose sur la liberté. La liberté d'être soi-même, la liberté d'entreprendre, la liberté de dire non, la liberté d'aller et venir. Cette liberté, c'est notre valeur en commun la plus chère. Ça veut dire que si je rencontre n'importe quel collaborateur dans le couloir en sortant, qu'on fasse un test, que je lui pose la question, il me dira que oui, il se sent libre. Tu vas ouvrir la porte, là on va aller voir. Et est-ce que là-dessus, il y a des... Les gens ne sont pas au garde à vous. La beauté de L'Oréal, c'est qu'on a notre interprétation, mais moi je pense que la valeur cardinale, c'est la liberté. Après, vous êtes très nombreux, donc il y a forcément... tout le monde n'agit pas de la même manière. Le plus grand nombre, quand même. Mais est-ce que par rapport à ça, il y a justement, si on revient au manager, est-ce qu'il y a une posture que vous leur demandez d'avoir? Est-ce que vous les éveillez à ça, ou est-ce que c'est quelque chose qui est naturel? Non, on travaille. D'abord, tout s'apprend. C'est pour ça qu'on a encore un énorme temps d'avance sur ChatGPT et ses versions à venir. C'est que tout s'apprenant, nous, toutes les minutes, on apprend. Du moment où on sort du ventre de notre maman, et même avant, probablement, on apprend. On apprend par des sensations, on apprend par des regards, on apprend d'où le regard des autres. On apprend par toutes les secondes, on apprend. C'est un apprentissage permanent, la vie. Et c'est en ça qu'elle est intéressante. Maintenant, est-ce que toi, tu essayes de réfléchir et de te remettre en question à chaque fois, d'où cette idée de confrontation, d'aller au contact de gens qui vont peut-être te dire non, qui vont peut-être te dire oui, qui vont avoir une autre idée. Tu sais, quand je recrute des gens qui viennent de l'extérieur, et ça m'est arrivé parce que je suis, entre guillemets, venu moi aussi de l'extérieur, j'avais une trentaine d'années quand j'ai rejoint L'Oréal, la chose la plus surprenante, quand tu débriefes les gens, c'est qu'ils sont dans une salle de réunion, et ils sont tous ensemble, et d'un seul coup, les gens s'animent et se mettent à parler, et ils se rendent compte qu'il y a au moins autant, si ce n'est plus de gens forts que ce que pensent qu'ils le sont. Et c'est cette émulation qui fait que toi, tu vas à ce moment-là te stimuler, te tirer vers le haut. Tu vois, c'est-à-dire que cette idée, je ne l'avais pas eue, ce commentaire, je ne l'avais pas vu, cette remarque, j'y pensais pas, ce regard, je n'avais pas vu, ce que j'aurais dit sur l'image, je ne savais pas, ce que j'aurais dit sur le produit, ce que j'aurais dit sur la publicité, ce que j'aurais dit sur l'idée, ce que j'aurais dit sur le projet. Tu vois, pour moi, c'est la beauté d'une réunion quand il y a de la confrontation. D'abord, c'est pas que les chefs qui parlent, tout le monde a droit à la parole, avec toujours cette idée de liberté. Quand tu as le droit de contredire, et que ça ne sera pas pris contre toi. Donc tu vas pouvoir dire une chose, et on ne va pas te dire, mais qui tu es pour le dire. Donc faire régner cet état d'esprit, qui est la base de notre culture, c'est pas toujours évident. Non pas je te fais le monde idéal, mais je te fais ce que nous on veut. Maintenant, j'ai aussi plein de feedback où les mecs me disent t'as pas fait HEC, t'as pas le droit de parler, pourquoi toi tu prends la parole au marketing en contredisant le chef? Je te dis pas que ça marche toujours, mais globalement, c'est ce qui nous réunit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche? L'expliquer. Rendre l'implicite explicite. Oui, l'expliquer aux gens. Et toujours expliquer notre culture, la décoder
Voilà, et puis toujours avec cette idée de se dire que nous, tu vois, par exemple, chez L'Oréal, on ne parle pas de formation, ça s'appelle l'éducation permanente. Donc, c'est quelque chose qui a été créé il y a 50 ans maintenant, plus de 50 ans maintenant. Donc il y a un département d'éducation permanente. Donc cette année, ça va être plus de 100 millions d'euros investis pour former les gens. Voilà, nous, on veut qu'il y ait plus d'une formation par personne, que les gens se disent je me saisis aussi mon destin, je suis au cœur de moi-même, de qui peut moi-même m'aider les autres par des feedbacks, tu viens de m'en parler. Donc voilà. Bon, par moment, quand je m'excite un peu, je dis il faut faire des feedbacks, c'est bien, puis il y a de temps en temps aussi les feedbacks, ça remet les idées en place. Alors quand tu dis feedback, tu n'as plus le droit de donner des claques aux enfants, c'est une image, mais c'est une image de dire aussi, tu vois, pour que une vraie sincérité, il faut aussi dire vraiment les choses. Et par moment, dire les choses, c'est pas toujours être complaisant. Je pense que ce qui tue les organisations et les gens, c'est la complaisance. Oui, mais être complaisant parce que on n'est pas élu. Et cette idée de je vais être élu, j'ai envie de dire à chacun ce qu'il a envie d'entendre, de ne pas avoir d'aspérité, de ne pas avoir de différence, c'est une énorme connerie. Donc tu m'en parlais, les entreprises où les gens se conforment et gomment leurs aspérités en pensant qu'il faut se mettre dans un moule, je pense que c'est terrible. On a un peu ces tendances, c'est-à-dire que là tu parlais de bienveillance. Mais on en a toujours eu cette tendance. On est arrivé à un stade où on a oublié l'exigence. Or, si j'ai une haute estime de toi, je suis suffisamment exigeante pour vouloir que tu progresses, que tu grandisses. Bien sûr, mais c'est une énorme erreur de penser que la complaisance, c'est bien. Tu vois, je trouve que c'est bien que toute une génération ait le bac, mais à condition que tu n'aies pas effondré le niveau pour qu'on l'ait, tu vois. Et c'est vrai que c'est un équilibre. Mais est-ce que nous, on a une vision, si tu veux, de l'homme qui est hyper positive. On pense qu'on peut faire mieux. On pense qu'on peut faire mieux sans nécessairement marcher sur sa propre tête, sans marcher sur la tête des autres. Tu vois, c'est ça pour moi qu'on peut faire mieux pour soi. Et avec les autres ensemble. Ouais, et en les respectant. Et en croyant à ce que j'appelle... D'où l'importance du collectif. C'est-à-dire que nous, on essaye d'emmener tout le monde le plus haut possible. Pas une petite élite, pas un petit nombre, tout le monde. Tu vois, la formation, c'est pour tout le monde. Tu vois, il n'y a pas cette idée de privilège. Est-ce qu'il y a une émulation, très forte, c'est une des raisons du succès. Il y a une notion de coopétition, moi j'appelle ça la coopétition. Alors moi j'appelle ça aussi la coopétition. Tu vois, j'étais ce matin avec Jérôme Ballarin, je rendais hommage à Jérôme qui porte cet observatoire des questions de vie au travail. Et puis il y a une jeune femme qui s'appelle Charlotte Bouvard qui est venue boire il y a une vingtaine d'années, qui était touchée par la prénatalité, et qui a monté un truc qui s'appelait SOS Préma. On a fait ensemble la charte de la prénatalité, puis toutes ces questions de parentalité, et Jérôme a pris le relais. Et en fait, on parlait du temps long. Tu vois, on a participé à créer ça il y a 15 ans, et on le fait avec plein d'autres entreprises, parce que moi, je peux être en compétition dans le marché, sur mes produits. Il y avait le patron de Shiseido qui était là, en France et en Europe. Clairement, les fêtes de Noël arrivent, tout le monde ne va pas acheter 50 marques de parfums. Noël est un moment où on s'offre des parfums ici en Occident, en France. Donc on est en compétition. Ils vont acheter son parfum, ou entre guillemets, je ne sais pas, Saint-Laurent ou Armani. Cependant, sur des sujets de société, la compétition des produits, des marques, des services ne doit rien avoir. On doit mettre en commun des choses pour faire progresser. Et si on peut ensemble faire en sorte que les gens aient accès à un congé paternité aux coparents plus long, un congé maternité meilleur, plus de crèches, tu vois, nous on est parmi les premiers ici en France à avoir poussé toutes les entreprises. Ce matin, c'était grandir avec notre ami Monsieur Rodokanaki. Voilà, c'est très bien. Oui. Et donc, il y a pas. Tu vois, par exemple, moi, j'ai initié il y a très longtemps des sujets sur le handicap. Je l'ai fait avec une entreprise concurrente de l'Oral qui est le VMH. C'est pas un problème. Sur ces questions-là, on doit être absolument unis. Donc la coopétition, c'est coopérer avec des gens avec lesquels, par ailleurs, tu pourrais être en compétition. Bon, moi, je pense que sur tous ces sujets de société, et la société avec un grand S et pas la société avec un petit S, on doit s'unir. On doit mettre des forces en commun et des moyens en commun. Et pas se livrer à une compétition. Oui. Et puis après, je trouve que c'est une notion de stimulation, puisqu'en fait, on est tous assez différents. Alors, on est tous différents. Non, mais, on a tous plein de points communs, on est très différents. Non, mais donc, fondamentalement, c'est vrai qu'à un moment donné, même le choix
le choix ultime, le fait qu'on va nous choisir nous, quelqu'un d'autre. Et alors là, je reviendrai plutôt en interne de l'entreprise, sur un projet, sur un emploi, sur un truc. Oui, mais là-dessus, ce que tu dois faire, la fille, c'est que tout le monde ait le choix. Tu vois, si tu veux, moi, c'est ce que j'ai essayé de montrer il y a déjà très longtemps. C'est les gens ont en tête que c'est une espèce de pyramide et qu'il y a moins d'opportunités. Et en particulier quand on vieillit. J'essaie de faire une pyramide inversée, qui est de se dire justement, plus tu avances, plus tu vis, plus tu as d'opportunités. Parce que ce qui se passe, c'est souvent, en plus, c'est notre éducation. C'est-à-dire qu'on se dit, ça peut être que dans une hiérarchie, que ça peut être que sur quelque chose. Mais au contraire, vous voyez grand. C'est pour ça que nous, on pratique la mobilité sous plein de formes différentes. Elle peut être géographique, elle peut être de changer de métier, elle peut être de changer d'une division L'Oréal à l'autre. Et pas uniquement de se dire, si je ne remplace pas le chef, qu'il n'y a rien cuite. Et ça veut dire que d'ailleurs, du coup, on parle de seniorité. Ouais. Aujourd'hui, parce que c'est quand même un sujet, l'emploi des seniors, aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez 30% fluide. des collaborateurs de L'Oréal. Ouais. Bah, je sais que vous faites partie de l'Institut... du Club du Landois. Du Club Landois, pardon. On a créé un projet qui s'appelle Génération. Voilà. Donc vous êtes au cœur de la question, mais c'est une question fondamentale. J'ai l'impression on essaie de la leader aussi, on essaie de la diriger. J'ai l'impression qu'on est très focus sur les jeunes, mais on a oublié qu'en fait, dans 2-3 ans, on va avoir... Mais oui, alors nous, on fait les deux. Tu vois, on a créé pendant le Covid un plan qui s'appelle L'Oréal pour la jeunesse. 25 000 opportunités par an pour des jeunes, de tout ordre, des jobs, des stages, des apprentissages, des mentorats, des formations. Donc on a une palette très large. Je suis ravi de voir que là aussi, plein de gens commencent à faire la même chose. Et au contraire, c'est génial. Il n'y a pas une exclusivité d'avoir un plan pour la jeunesse. Si on peut mettre en commun des choses, c'est génial. Donc 25 000 opportunités, dont l'année dernière, 7 ou 8 000 en France. Mais tu vois, par exemple, ce plan est hyper utile pour les gens qui sont intéressés par le monde. Oui, la consommation en Chine ralentit. Oui, il y a des choses qui se passent en Chine, mais aussi parce qu'il y a un taux de chômage très fort chez les jeunes en Chine. Notre plan de L'Oréal pour la jeunesse est d'un coup extrêmement pertinent en Chine. Il ne l'était pas il y a 4 ans. D'accord. Oui, okay. Ça évolue. Donc ça, tu as un programme qui s'appelle L'Oréal pour la jeunesse. Mais il est bien évident qu'on a aussi un programme qui s'appelle 50+, qui permet, donc ça c'est pour l'extérieur, c'est ce qu'on a fait en partenariat avec le Club du Landois. Nous, on a 30% de nos collaborateurs, ici en France, qui ont plus de 50 ans, 20% ont plus de 55 ans, 6-7% ont plus de 60 ans, parce qu'on a en plus une ambition incroyable qui est d'essayer... Moi, je sais, aujourd'hui, c'est des gros mots, mais je continue à les utiliser. Donc, on essaie de faire des carrières, des parcours, on croit à ça, on pense qu'on a l'ambition incroyable de gérer les gens tout au long de leur vie, non pas pour les emprisonner, mais au contraire pour les aider à se développer, non pas pour les garder bien sous le coude, mais parce qu'on pense que la beauté, c'est compliqué, qu'on a un savoir-faire exceptionnel, raison pour laquelle je défends avec mes équipes, bec et ongle, des clauses en concurrence, non pas pour bloquer les gens, mais on a un savoir-faire complètement unique, qui fait que depuis maintenant 38 ans, L'Oréal est le leader mondial des produits de beauté. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de boîte qui sont leader mondial. Donc, quand tu es pendant 38 ans, c'est-à-dire que tu as un savoir-faire, un savoir manager, un savoir partagé, qui est unique au monde. Donc, la technique de souvent nos concurrents, et je les félicite et je les embrasse, c'est de recruter des gens de L'Oréal. Bon, souvent, ce que je leur dis, c'est qu'il faudrait en prendre d'un seul coup 100 000. C'est plus compliqué d'en prendre 100 000, mais tu peux en prendre quelques-uns, les assembler, ça marche très bien. Je ne citerai pas tous nos concurrents. Aujourd'hui, tu vois, c'est une question sur laquelle on s'interroge. Tous nos concurrents dans le monde sont dirigés, la plupart sont dirigés par des gens de L'Oréal. C'est pas ce que moi j'ai connu quand je suis arrivé il y a 30 ans. Donc on est devenu, et on est reconnu comme étant cette école, entre guillemets, de management. Bon, comme toujours dans la vie, risque-opportunité. En tout cas, on ne renonce pas à l'idée de faire des carrières et des parcours. Alors des gens peuvent partir, des gens peuvent aussi revenir, comme dans les film de Claude Lelouch, mais en tout cas, à la fin, on a 30% de nos collaborateurs qui ont plus de 50 ans. On a un devoir vis-à-vis d'eux. Par exemple, nous, on a des engagements sur former, rémunérer, promouvoir, muter les gens, que tout le monde fasse comme nous. C'est pour ça qu'on a fait cette charte, à l'époque, avec Sybille Lemaire, c'est qu'il n'y ait pas une entreprise, mais des dizaines d'entreprises qui se disent « Génial ». Pour moi, c'est quoi ces engagements ? C'est déjà d'aller signer en bas d'un texte de façon à ce que les collaborateurs puissent dire « Attends, vous êtes bien gentils, vous avez signé ça, c'est pas ce qui se passe pour moi ». Ils puissent s'en prévaloir. Ensuite, la deuxième étape, c'est rendre des comptes. C'est super de dire « Moi, je vais former mes collaborateurs, mais moi, je suis prêt à donner des chiffres. Combien de collaborateurs de plus de 50 ans sont formés ? Chez L'Oréal, tous. Bon, très bien. Combien sont mutés ? Combien sont promus ? C'est ça qui est important. Alors, je ne réponds pas à la question parce que je n'ai pas le chiffre en tête, mais je suis prêt à le communiquer si besoin à ceux qui m'en font la demande. Parce que je ne sais pas tout, c'est la beauté du modèle. Et vous incitez les plus seniors à continuer à se former, à bouger, parce que c'est quand même ça la problématique. Mais bien évidemment. La problématique, c'est pas se dire à partir de 50 ans, voilà. Bien sûr. Moi, non, mais à partir de 50 ans, il reste 15 ans à bosser. Enfin, c'est énorme en fait, c'est une vie. Oui, bien sûr. On peut faire plein de choses en 15 ans. En plus, ce qui est magnifique dans la vie, c'est ce que j'essaye d'expliquer à mes fils. Moi, j'ai plein d'enfants, alors
Maintenant, il ne faut pas avoir d'enfants. Moi, je pense que c'est important de partager. C'est la plus belle chose dans la vie, qui est d'essayer d'abord de transmettre la vie, mais aussi d'expliquer. Bon, débat philosophique dont on pourrait reparler. En tout cas, j'ai des fils notamment qui ont 27 et 25 ans. C'est des discussions que j'ai avec eux à ce propos-là. Hein, c'est que ça va très 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 vite. Hein, la procrastination, ou se dire non mais ça je vais pas le faire, mais je le ferai plus tard. Non, il n'y a pas de plus tard, c'est tout de suite. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu fais tout de suite? Qu'est-ce que tu restes pas dans cette dynamique. Non. Qu'est-ce que tu fais tout de suite? Alors moi, ça fait maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est aussi 35 ans que je travaille, ça fait 35 ans que j'essaie de faire tout de suite. Et c'est comme ça qu'on obtient aussi des résultats, plutôt que de se dire bon alors, je vais faire ça dans un... Non, par contre, moi, ce qui m'importe, c'est faire tout de suite, mais avoir de la permanence dans les idées. Hein, aider, comme je le disais tout à l'heure, Jérôme Ballarin, il y a 15 ans, et aujourd'hui, on était chez Laurel, on a bouclé une boucle avec lui. Ça fait 15 ans qu'on travaille sur des questions. 15 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a fait bouger dans la société, dans notre société, pour la société? C'est ça le regard. Mais c'est sûr que quand tu fais quelque chose pendant 15 ans, tu obtiens des résultats. Oui, c'est-à-dire qu'il faut aussi un peu de persévérance et un peu de vision. C'est-à-dire qu'on avance en fait sur un chemin. Après, on prend des sentiers différents parfois. C'est sûr que quand tu es dans le mur, tu es dans le mur. Donc il vaut mieux essayer de prendre de la hauteur. Et toujours avec cette idée de bon sens. Tu vois, je le redisais tout à l'heure. En mars 2020, il fallait tous travailler à la maison et pour les 20 prochaines années. Je ne citerai pas, et je les embrasse, toutes ces grandes boîtes de technologie américaines qui ont raconté ces conneries et qui ont failli nous mettre tous en énorme difficulté parce que tout le monde disait si Google ou si Meta ou si machin le dit, alors ça les gars c'est la Bible. Hein. Ça c'est sûr que si ces entreprises-là le disent, non au contraire, prenez le plus de recul possible. S'ils le disent, il y a une bonne raison de penser différemment. Faites-moi confiance. Allez en Californie, voyez comment ils travaillent. Et puis ça bouge très vite là-bas. Ils ont des cycles très courts, donc ils changent vite d'avis. Mais je ne sais pas si c'est à cause des cycles ou plutôt à cause c'est à cause du vent peut-être. Oui, voilà, mais c'est ça. Alors les girouettes, elles indiquent le vent, c'est pas elles qui prennent la décision. Alors, si je retiens un petit peu deux, trois choses de notre échange quelque part pour être authentique, déjà on lit. Oui. On apprend. On est curieux, déjà on est curieux. On se développe ces petites antennes sur la tête. On est curieux de soi. On va au contact des autres. On est curieux des autres, mais on est curieux de soi aussi, de se comprendre, de se connaître. Bien sûr, on essaye. Pas on facile. essaye. On prend des feedbacks. Les meilleurs feedbacks que je prends, c'est de mes enfants qui ne lâchent rien. Parce que j'ai cité mes 2 fils aînés, mais j'ai aussi 2 filles plus jeunes qui ne me ménagent pas et je leur demande surtout pas de me ménager. Donc elles remplissent parfaitement leur rôle. On apprend à se confronter, à confronter nos idées, bien sûr. à aller chercher. Vous avez lu Adam Grant, Le pouvoir de la pensée flexible, parce qu'on est quand même dans un bureau qui est couvert de livres. Non, je n'ai pas lu celui-là. Vous n'avez pas lu Adam Grant? Non, c'est génial. Regarde, alors c'est la beauté de l'humain. Moi, je te dis, tous les jours, je me réveille en me disant qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui. Je suis dans cette quête permanente et il ne faut jamais la quitter, cette quête, même si on vieillit. C'est vrai. Tu vois, et en plus ce matin, ça a été terrible, j'ai oublié de mettre mon réveil, je me suis réveillé tard, mes filles avaient à l'école, ça a été une catastrophe, j'ai dû courir, donc depuis ce matin, je cours encore plus vite que d'habitude, t'imagines. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2024 ? Pour 2024, ce que tu peux me souhaiter, c'est qu'on continue, nous, ici, donc tu vois, on a pris un certain nombre de dispositions, par exemple, c'est intéressant, c'est l'exemple que j'utilise en ce moment. Comme toutes les entreprises, on réfléchit, on travaille sur l'intelligence artificielle. Par contre, probablement pas comme toutes les entreprises, dès l'origine, dans l'équipe initiale qui met bien sûr, comme tout le monde, qui teste les nouveaux outils de Microsoft, Copilot, pour voir si 365 sera plus boosté ou machin, si le Teams va dire papa, maman. Donc on fait comme alors ils te disent, il n'y a que quelques boîtes, il y en a 500 dans le monde, on a des bêta-testeurs, SAP est déjà venu 3 fois nous dire, regardez, vous allez voir si vous mettez ça. Donc tout le monde, toutes les grandes entreprises de technologie contre lesquelles je n'ai rien, que je côtoie abondamment, tout le monde vient avec l'intelligence artificielle. Donc tout le monde saute sur chasseuse comme un cabri pour te dire voilà, ça va tout changer. Bon, d'abord, ça fait longtemps que ça existe. Bien sûr que ça change beaucoup de choses. Alors celle-là, elle n'est pas de l'intelligence artificielle. Hein. Tu as bien compris, Delphine. Elle est complètement conversationnelle. Elle apprend elle-même. Elle va plus vite. Bon, ok, bien sûr. Donc nous, il y a une petite équipe qui est pilotée par une femme, d'ailleurs, Isabelle Guilloni, à qui je rends hommage, qui travaille en binôme avec Isabelle Minessi. Ce sont 2 femmes qui travaillent dessus. Mais on a pris une précaution dans une petite équipe où ils sont 4. Donc avec un super techie guy, ingénieur, les meilleures écoles du monde, des gens qui font des projets. Il y a quelqu'un de ressources humaines. Cette personne de ressources humaines, tu vois, on reparlait de livre, elle s'appelle Kauter Adimi. Elle travaille dans l'équipe ressources humaines de l'Oral, mais j'allais dire, avant tout, c'est un grand écrivain, franco-algérien, qui a déjà écrit de nombreux romans, qui revient là d'1 an à la Villa Médicis à Rome, où elle a été se poser, réfléchir et écrire.
et qui est en train de relever cette mission. Je peux te dire que quand tu confies à un écrivain qui a cette dimension, la réflexion sur l'impact de l'intelligence artificielle dans le domaine humain, tu as déjà, depuis plusieurs mois, les premières réflexions qu'elle nous a amenées sont plutôt extrêmement intéressantes. Plutôt que se dire l'intelligence artificielle va simplement vous remplacer. Vous pouvez rentrer à la maison. Est-ce qu'on peut en partager une? Oui, il y en a une qui est assez amusante. Elle nous a fait une démonstration très intéressante. Parce que dans le réel, comme on essaie de se projeter, on a ce qu'on appelle des réunions prospectives. Mm-hmm. Donc on avait récemment, il y a quelques semaines, une réunion prospective sur cette question-là. Et elle a fait une démonstration en prenant des chiffres venant du ministère du Travail aux États-Unis sur une fonction que tout le monde pense la première disruptée. Première fonction qui vient en top of mind de tout le monde, c'est la fonction de comptable. Donc elle a montré comment sur ces 50 dernières années, dès qu'une rupture technologique intervient, les premières machines à calculer, les premiers ordinateurs, les premiers logiciels de gestion de la comptabilité, tout le monde dit le métier comptable il va disparaître. En fait, il n'a fait que se développer, parce qu'il n'a fait que s'enrichir et se transformer. En gros, si tu regardes sur cette période-là, tu as pratiquement 2 fois plus de comptables qu'avant. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle innovation technologique, la première chose à laquelle les gens pensent dans le domaine de ressources, c'est ça va tuer le métier de comptable. Comme si le métier de comptable, c'est vraiment un métier qui était un peu, un métier de base, oui, et qui était disruptable par n'importe quel logiciel, n'importe quelle machine, n'importe quelle intelligence artificielle. Mais écoutez, bonne ou mauvaise nouvelle, ça ne se passera pas comme ça. La deuxième chose très intéressante qu'elle a montrée, par exemple, et je pourrais en donner beaucoup plus d'autres, mais deuxième qui me vient à l'esprit, c'est qu'elle a démontré comment, si tu regardes sur les 30 dernières années, là aussi à chaque rupture technologique, des grands cabinets de conseil, des grands médias viennent expliquer que la première chose qui va se passer, c'est des suppressions de dizaines, de centaines, de millions d'emplois. Tout le monde a en tête qu'il y a un an, dans l'arrivée de notre ami Sam Altman, que personne ne connaissait il y a encore un an, sauf des initiés, on ne les salue pas. Tout le monde dit, c'est 300 millions de jobs, tout va disparaître. Donc tout de suite, en plus, moi, ça m'intéresse beaucoup toujours, c'est pourquoi la première chose qu'on fait, c'est d'être l'ennemi de l'autre. Pourquoi tout de suite, au lieu de se dire, ça va être un bien partagé, on va faire des progrès de dingue, on va pouvoir aller sur Mars peut-être plus facilement que uniquement avec une fusée d'Elon Musk. Non, là, tout de suite, on va couper 300 millions de jobs. Donc, dormez tranquille, vous n'avez plus de job. Donc tout de suite, on angoisse les gens. Tout de suite, on en fait une extrême mauvaise nouvelle. Le monde se propage à la vitesse de la stupidité des réseaux sociaux pour t'annoncer que tu n'auras plus de travail demain. Plutôt que de te dire, est-ce qu'au contraire, c'est pas ce qui va enrichir? Là aussi, tu vois, on a plein d'analyses qu'on collecte et qu'on a utilisées. On a notamment un exemple dans un service partagé, un call center aux Philippines, où en fait, les gens qui étaient les moins performants ont été complètement accompagnés et aidés par l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est notre intérêt d'avoir des low performers? Moi, je ne pense pas. L'intérêt génial, c'est qu'on soit tous des meilleurs collaborateurs, qu'on soit plus à l'aise, plutôt que de se dire, tiens, je vais... des vieilles techniques de management. Alors, coup de chance, ça n'a jamais arrivé chez L'Oréal. Tu dis, il fallait en virer. Je ne reviendrai pas sur ces grandes méthodes de General Electric, par exemple, où tout le monde m'expliquait, moi, il y a des années, que Jack Welch était ce qu'il fallait faire. Hop, tu détermines que tu as tant de low performers. Tous les ans, les managers sont poussés à sortir. Non, les managers, ils sont poussés à faire leur travail, à savoir aider, développer les gens. Maintenant, par moment, ça ne fonctionne pas. Comment tu réorientes? Comment tu accompagnes les gens? Tu vois, tout à l'heure, non pas parce qu'on est mou, des bisounours ou des machins. L'Oréal en France, c'est 15 000 collaborateurs. Moi, je suis fier d'être dans une équipe RH où, avec mon service, je salue mon ami Ronan Nguyen, qui fait du légal RH, on a 16 prud'hommes aujourd'hui. Je trouve que c'est pas mal d'avoir 16 prud'hommes. Est-ce que c'est parce qu'on n'a aucun conflit, ou est-ce que c'est parce que d'abord on a une façon de les traiter en amont et que quand il n'en a pas rien, on a une façon de le gérer qui fait que juste regarder des gens dans les yeux et leur dire c'est pas grave, on se reverra au prud'homme dans 3 ans, on trouve que c'est une réponse adaptée. Je te laisse y réfléchir. Mais c'est ça, moi, le benchmark. Ouais, Combien d'entreprises qui emploient 15 000 personnes ici en France ont de prud'homme? Venons regarder ça. Pour moi, tu vois, l'avenir, c'est ça. Quand tu m'as parlé au départ de sincérité, c'est de se dire des chiffres qui montrent que ton discours, c'est pas uniquement des mots. Complètement. Mais du coup, je te souhaite quoi alors pour 2024 2014, tu vois, c'était une très belle année. 2024, mais non,
de continuer à essayer de faire le mieux. Tous les matins, je me lève pour faire le mieux, d'avoir quelque chose qui est important et dont on se rend compte que quand on a des problèmes, d'avoir une bonne santé. Pour ça, la santé est d'ailleurs au cœur de nos préoccupations. J'étends les bilans de santé. Tu vois, là, on fait tous des bilans de santé pour tous les hommes et toutes les femmes de plus de 50 ans, justement. C'est un des engagements qu'on a pris. Et pas uniquement si tu es cadre ou pas cadre. On fait un bilan de santé. Voilà, non, de faire attention à soi et de prendre soin des autres. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci à toi, Delphine. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être, pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.